l'ouverture au commerce international appartient-elle au passé? Euh, alors, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. En fait, c'est même peut-être un sujet permanent dans le débat public. C'est il y a un débat en permanence autour de l'ouverture au commerce international de la France et de toutes les économies. Regardez ce qui se passe, par exemple, en ce moment aux États-Unis. Hier, le président Biden a annoncé des hausses de droits de douane très importantes sur les produits en provenance de Chine. Euh, donc, on a l'impression qu'il veut refermer son économie, au moins vis-à-vis de la Chine, sinon même de manière plus générale. Euh, c'est un débat en fait sur l'impact de l'ouverture au commerce international. Est-ce que c'est un facteur de prospérité économique? Euh, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été donnés ici et là. Généralement, les économistes disent que c'est un facteur de prospérité, l'ouverture au commerce international. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que à l'intérieur des pays, tout le monde en tire profit. Il peut y avoir des gagnants et des perdants. Euh, et donc justement, c'est un autre point, c'est que si c'est un facteur de prospérité économique globalement au niveau des pays, l'ouverture au commerce international crée des tensions. Parfois, ça fait croître les inégalités et ça crée en tout cas des tensions sociales euh, qui sont évidentes. On en a parlé beaucoup aux États-Unis, avec ce qu'on appelait le syndrome chinois, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Récemment, moi, je voyageais en Ardèche et l'Ardèche, c'est un pays où il y a eu effectivement une disparition des industries locales du fait de la concurrence chinoise, c'était des soieries. Et évidemment, il y a un ressenti très fort des populations quand on parle avec les gens de ce pays. Ils ont effectivement un ressenti très négatif vis-à-vis de la mondialisation. Et puis, il y a eu en plus le fait qu'on a beaucoup mis en évidence, peut-être à tort ou en partie, que l'ouverture au commerce international augmentait en fait l'activité. Donc, effectivement, à intensité de pollution constante, bah, ça accroît les émissions de carbone. Et puis en même temps, ça favorise le transport international dont une partie est très émetteur de carbone. Donc la question, c'est quand on dit l'ouverture au commerce international appartient-elle au passé, il y a un aspect descriptif. Est-ce que depuis une dizaine d'années, voire plus, une quinzaine d'années, il y a déjà un début de fermeture des économies euh, du monde au commerce international. Et puis, il y a un côté normatif. Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut continuer à fermer les frontières ou est-ce qu'il faut arrêter, au contraire? Et pour quelles raisons on le fait, bien évidemment? Ou au contraire, peut-être qu'on pourrait penser qu'il faut au contraire favoriser le commerce. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans cette question. Lionel Fontanier, hein, que j'écoute souvent, parlait récemment d'une fatigue de la mondialisation et il citait trois aspects de cette fatigue de la mondialisation. L'aspect social, euh, l'ouverture au commerce international crée en fait des tensions sociales parce qu'elle ouvre des secteurs à la concurrence internationale. Il y a une fatigue aussi environnementale. Beaucoup de gens pensent que en partie à raison que le commerce international est responsable d'une augmentation des émissions de carbone et donc contribue au changement climatique. On retrouve l'idée des circuits courts qui est très à la mode. Et puis sociétal, donc moi, par rapport à Lionel, je préférerais peut-être le terme de sécuritaire. Il y a une montée des tensions géopolitiques, bien évidemment entre les États-Unis et la Chine, et puis, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a eu évidemment une rupture des relations avec la Russie qui a coupé ses approvisionnements en gaz. Nous, on a arrêté d'exporter un certain nombre de produits. Il y a eu des sanctions financières, etc. Donc, on s'inquiète. Et puis, on se rappelle de la pandémie, bien évidemment, avec une rupture dans les approvisionnements en produits médicaux.
qui a été une chose qui a été ressentie très douloureusement en France, je crois. Et donc, effectivement, tout ça, on se dit, c'est lié à l'ouverture au commerce international. Donc, ça pose finalement beaucoup de questions. Euh, donc, est-ce qu'il faut qu'on ferme les frontières? Est-ce qu'il faut qu'on continue à s'ouvrir? Euh, et peut-être qu'on pourrait dire, et si on continue de s'ouvrir, comment? Alors, je vais introduire maintenant des éléments de définition, parce qu'après ces éléments de motivation que je viens de donner en introduction, je pourrais donner des éléments de définition. L'ouverture au commerce international, ça veut dire qu'une économie est ouverte aux importations et aux exportations de biens et services. Donc là, je parle vraiment de l'ouverture commerciale. Il y a d'autres aspects, évidemment, de l'application. Mais il y a différentes formes de cette ouverture au commerce international. Elle peut d'abord être unilatérale, c'est-à-dire un pays peut décider tout seul de s'ouvrir. Ce n'est pas tellement connu, mais en fait, ça existe, ça arrive. Bien évidemment, au XIXe siècle, on a euh, le cas de l'Angleterre à partir des années 1840. Et là, récemment, on a eu, j'en citerai un exemple récent avec l'Australie. Et puis, il y a des pays africains, il y a des pays d'Amérique du Sud qui ont des livres dans les années 70-80. C'est ouvert progressivement tout seul. Euh, il peut y avoir aussi une ouverture régionale. Quand je dis le terme régional, on se dit proche géographiquement, c'est pas ce que les économistes entendent. En fait, de manière plus générale, ce sont des accords commerciaux qui relient des pays, cette approche régionale. Donc, par exemple, c'est l'Union européenne, par exemple, c'est ce qu'on appelait l'accord de libre-échange nord-américain et qui s'appelle maintenant le USMCA pour United States, Mexico, Canada, qui est un accord reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui est un accord de libre-échange. Donc ça, ce sont des accords régionaux. Ceux que je viens de citer sont des accords qui sont entre pays proches géographiquement. Mais en fait, de manière plus générale, quand on parle de régionalisme, c'est un accord entre un groupe de pays euh, qui vise à libéraliser les échanges de biens et services entre ces pays et éventuellement donc aussi à adopter une politique commerciale commune vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est un degré supplémentaire d'intégration. Et la troisième forme d'ouverture au commerce international, c'est la forme qui a été privilégiée à partir de 1947, qui est la forme multilatérale. Et là, on veut s'ouvrir à tous les pays en même temps. Euh, et même on crée en fait une institution multilatérale. Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce que dans l'ouverture au commerce international, il y a bien évidemment des restrictions au commerce. On peut mettre des droits de douane pour empêcher les importations. On peut mettre des quotas, des prohibitions d'importation. On peut même taxer les exportations. Ça existe. Il y en a beaucoup de taxes sur les exportations. Mais le problème, c'est de savoir comment ces dispositifs sont mis en place. Donc, il y a des règles. Et en fait, depuis 1947, avec le General Agreement on Tariffs and Trade, accord général sur les tarifs et le commerce, auquel l'OMC a succédé depuis 1995, eh bien, on a des règles qui précisent la façon dont les pays, à tous les autres pays du monde, en fait, il y a 164 pays qui sont dans l'OMC aujourd'hui, donc ce n'est pas tout à fait tous les pays du monde, mais la façon dont ils s'ouvrent, c'est fixé par des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, ça veut dire notamment que on s'ouvre, par exemple, sans discriminer un partenaire. C'est une règle de non-discrimination. On peut aussi consolider les droits de douane, c'est-à-dire, par exemple, sur des oranges qu'on importe, on fixe un droit de douane et il y a un droit de douane maximum de 10%. Il est consolidé. On peut aller en dessous, mais on ne peut pas aller au-dessus. Il y a une obligation de transparence aussi. Il faut tout notifier à l'Organisation mondiale du commerce. Donc tout ça, ce sont des règles qui sont très importantes et qui, en fait, délimitent bien la façon dont un pays s'ouvre au commerce, non seulement donc à tout le monde, c'est l'ouverture multilatérale, mais aussi la façon dont c'est fait. Et donc il y a des institutions, en, en plus des restrictions au commerce et des règles, il y a des institutions, donc c'est l'Organisation mondiale du commerce, et puis, il y a dans l'Organisation mondiale du commerce un organe de règlement des différends.
ORD, qui veut dire que quand il y a une dispute, quand deux pays euh, se disputent ont un différend sur du commerce international. Par exemple, A qui exporte vers B, et B a mis en place des règles sanitaires qui sont mal comprises par A. Eh bien, il peut y avoir une plainte et cette plainte est arbitrée par cet organe. Donc tout ça, vous voyez que ça fait un cadre. Donc quand on parle d'ouverture au commerce international, il y a le degré d'ouverture et la façon dont cette ouverture s'est organisée. Le dernier élément peut-être de cette introduction, c'est de préciser, ça va nous aider à peut-être à formuler une problématique, c'est de donner des éléments historiques. En fait, il y a eu une période d'ouverture croissante qui a été la période, excusez-moi, 1947-2007. Depuis 2007, on va voir que c'est un petit peu difficile de caractériser cette période, mais donc sur 60 ans après la Chambre des économies, avec des baisses de droits de douane qui sont considérables, environ de 40% en moyenne en 1947. Aujourd'hui, en 2007, on devait être à peu près à 4% du monde, donc c'est considérable. Mais il n'y a pas seulement en fait cette baisse des instruments politiques de l'ouverture des économies, il y a aussi des innovations techniques comme la containerisation qui, dans les années 1950, a grandement contribué à une baisse des coûts au commerce, tout simplement parce qu'on a standardisé la façon dont euh, on chargeait les marchandises sur un bateau et on les déchargeait dans un port. Euh, c'est une révolution en termes de transport et ça a contribué à une très forte baisse des coûts au commerce. Et puis, bien évidemment, il y a aussi les technologies de l'information et de la communication qui sont très importantes parce que ça nous permet, sur un ordinateur, d'avoir accès à tous les produits du monde et de les commander. Donc, je peux commander un produit qui est fabriqué en Nouvelle-Zélande de mon ordinateur et le faire venir par un moyen quelconque. Et puis, surtout, ce que ça a fait, c'est que ça a permis aux entreprises de décomposer leur processus de production. Et par exemple, une entreprise peut avoir son siège administratif qui est installé en France, avoir une partie euh, de ses biens intermédiaires fabriqués en Pologne, et puis une usine d'assemblage au Maghreb ou en Chine pour pouvoir expédier ces biens dans le monde entier. Ça augmente le commerce tout simplement parce que au lieu d'avoir, par exemple, une voiture qui est fabriquée entièrement en France et exportée vers un pays, eh bien, il y a des biens intermédiaires qui circulent aux différents stades de production et qui font que, effectivement, le pare-brise est fabriqué là, le moteur fabriqué là, la carrosserie fabriquée là, on assemble dans un autre endroit, et tout ça, ça augmente le commerce. Donc, pour la même valeur de commerce, une voiture, eh bien, on a une augmentation très forte du commerce. Donc ça, c'est une idée très importante parce que ça veut dire que le commerce aujourd'hui, on le mesure en flux total et effectivement, il peut y avoir au bout du compte une valeur ajoutée qui est beaucoup moins importante que ce que le flux total de toute cette circulation a impliqué. Donc ça, c'est une idée très importante. Il faut distinguer le commerce total et le commerce de valeur ajoutée. Hein. Euh, voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Euh, il y a une autre période d'ouverture croissante au 19e siècle. Hein, on a eu des choses de la même façon sur la deuxième partie du 19e siècle. On a eu des baisses de droits de douane. On a eu juste entre 1840, 1860 jusqu'en 1890-92, on a eu effectivement une période de baisse des droits de douane. Et puis on a eu aussi des innovations techniques qui contribuaient à une baisse des coûts au commerce, la navigation à vapeur, la réfrigération, ce qui permettait
transporter des produits frais sur une longue distance, le télégramme, qui a évidemment contribué à augmenter les communications. C'était plus vers la fin du 19e siècle. Et puis il y a eu une période de fermeture des économies au commerce international, c'est la période de l'entre-deux-guerres. Euh, à partir de juin 1930, les États-Unis mettent en place en fait une loi protectionniste qui s'appelle le All-Smooth Tariff Act et qui entraîne des représailles de la part de la plupart des partenaires commerciaux. Et ça signifie que effectivement les tarifs ont monté beaucoup et il y a eu une baisse du commerce et une baisse de la part des États-Unis d'ailleurs dans le commerce mondial. C'est associé à une période de récession euh, donc on pourrait se dire, bah, en fait, quand il y a du protectionnisme, il y a de la récession, et quand il y a de l'ouverture, il y a de l'expansion économique. Alors c'est pas aussi direct que ça, tout simplement parce que c'est peut-être le contraire, c'est peut-être la récession qui entraîne la protection et l'expansion économique qui favorise, qui facilite l'ouverture. La causalité est pas très évidente. Alors voilà, en fait, vous voyez que sur cette historique, je me suis arrêté 2007-2008. Et puis 2008, il se passe quelque chose qui est un petit peu difficile à qualifier. On a l'impression, en tout cas, qu'il y a une remise en cause vraiment accélérée de l'ouverture au commerce international et on a une multiplication de politiques protectionnistes. Alors ça, c'est le premier point que je vais essayer de montrer. Effectivement, on a l'impression depuis 2008 que la grande période d'expansion du commerce et d'ouverture au commerce international des économies s'est quelque peu arrêtée ou a ralenti au moins. Et donc, je vais expliquer ce qui se passe un petit peu depuis 2007-2008 et surtout pourquoi ça a été mis en place ce retournement des opinions qui aboutit à un retournement des politiques. En deuxième partie, je vais essayer de montrer que le problème, c'est que beaucoup de personnes insistent sur ce protectionnisme croissant depuis une quinzaine d'années, oui, 2008-2024, 16 ans, en fait, ce n'est pas aussi évident que ça, tout simplement parce que c'est une tendance qui est partielle. Elle ne concerne pas pour l'instant tous les pays et tous les secteurs. Et donc ça, il faut bien le renseigner. Et donc, il faut distinguer en fait les effets un peu de théâtre. Par exemple, Biden qui annonce une grosse augmentation des droits de douane, par exemple sur les véhicules électriques. Hier, il a annoncé un quadruplement des droits de douane sur les véhicules électriques à 100%. 100%, c'est un droit de douane considérable. Hein. Véhicule qui est importé à 15 000 dollars, il doit payer 15 000 dollars de droits de douane, donc il va être vendu 30 000 dollars peut-être sur le marché américain. En fait, c'est très spectaculaire, mais ça ne concerne qu'une toute petite partie du commerce, puisqu'il n'y a que quelques voitures électriques chinoises qui sont exportées vers les États-Unis. En tout cas, sur les importations américaines de voitures électriques, les voitures en provenance de Chine ne constituent que 2% du total de ces importations. Donc, on a un effet théâtral et on se dit c'est la fin, c'est le protectionnisme, etc. Mais ça concerne une toute petite partie du commerce. Et ce que raconte la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, c'est le fait que aujourd'hui, une très grande partie du commerce international est toujours sous un régime non discriminatoire, multilatéral. Et donc, elle dit implicitement qu'il y a quand même une grande partie de l'économie mondiale qui reste ouverte au commerce international. Donc, ce sera ma deuxième partie. Et puis ma troisième partie, eh bien, en fait, les raisons pour lesquelles on a remis en cause en partie l'ouverture au commerce international fait qu'aujourd'hui, on demande une autre ouverture au commerce international. On veut en fait que cette nouvelle façon d'ouvrir les économies au commerce international, elle implique de l'inclusion sociale, elle implique de la soutenabilité. Donc, il faut effectivement se préoccuper des questions environnementales et il faut aussi qu'elle implique de la sécurité et c'est l'aspect géopolitique. Autrement dit, la problématique que j'ai, c'est on assiste depuis une quinzaine d'années à l'émergence d'une autre forme d'ouverture au commerce international. Donc, il n'y a pas
l'ouverture au commerce international n'appartient pas au passé, c'est une autre forme d'ouverture qu'on voudrait mettre en place. Donc, dans la partie 1, je voudrais donc distinguer, avec un point d'interrogation, un protectionnisme croissant depuis 2007-2008. Et là, euh, je ferai peut-être deux sous-parties. D'abord, les raisons de ce retournement en première sous-partie, et ensuite, grand B, la mesure de ce retournement. Alors, les raisons de ce retournement, en fait, c'est le problème social, d'abord. Je crois que c'est ça qui est très important. C'est le syndrome chinois aux États-Unis. Ça a été mesuré par trois auteurs américains qui sont très influents et qui sont d'excellents économistes, David Autor, David Dorn et Gordon Hanson. Et en gros, ils ont montré avec des statistiques très détaillées sur les marchés locaux du travail, à un niveau très désagrégé des États-Unis, que les importations aux États-Unis, les importations en provenance de Chine expliquent un quart du déclin des emplois manufacturiers entre 1990 et 2007. Un quart de la baisse des emplois est due aux importations en provenance de Chine. Donc c'est considérable et ça a été vraiment, en 2013, ça a été quelque chose de extrêmement médiatisé. Et donc ça, c'est très important. Euh, Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Dans tous les pays du monde, il y a des exemples de secteurs qui ont été sinistrés par la mondialisation. Donc, en gros, ça veut dire que la mondialisation, elle crée des secteurs gagnants. Par exemple, moi, je viens d'une région qui s'appelle le Cognac, qui exporte 95% de sa production dans le monde entier. Et on a une région autour du Cognac qui est effectivement qui a beaucoup favorisé, qui a beaucoup bénéficié de la mondialisation. Et puis à côté, on a aussi des régions qui ont été sinistrées au contraire par la mondialisation parce qu'elles ont été mises en concurrence avec des importations plus compétitives. Donc ça, c'est l'aspect social. L'aspect social est très important. On veut aujourd'hui, effectivement, on ne veut plus avoir des situations comme cela. La deuxième raison de ce retournement, c'est les émissions de carbone. Il y a une prise de conscience sur les 15 dernières années très forte du changement climatique. Il faut ralentir nos émissions de carbone. Il faut arriver à une économie mondiale neutre. Et pour cela, en fait, l'idée qui s'est imposée, en partie à tort, c'est qu'il fallait faire des circuits courts. Alors, je dis en partie à tort, tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'on achète un bien tout près de l'endroit où on le consomme que on va diminuer les émissions de carbone. Tout simplement parce que il faut tenir compte de l'ensemble du cycle de production et il faut tenir compte de la façon dont le bien est amené jusqu'au lieu de consommation. Euh, Autrement dit, il y a des processus de production qui sont très économes en émissions de carbone et qui peuvent être dans des pays très lointains. Et en fait, c'est une majeure partie des émissions de carbone totales associées à un cycle de production et jusqu'au consommateur. Et puis le transport, il peut être très émetteur de carbone, mais il peut être aussi très économe en carbone. Par exemple, le transport international en container, ces grands porte-containers, en fait, ils sont extrêmement bien organisés. Et du coup, en fait, par unité physique de bien, les émissions de carbone sont très faibles. Euh, voilà. Donc, au contraire, vous pouvez avoir un transport d'un lieu de production à un lieu de consommation qui utilise en fait un moyen de transport qui est très émetteur de carbone et ça ruine complètement le fait que vous avez adopté un circuit court. Alors, c'est pas systématique, mais ça veut dire que effectivement, les émissions de carbone, il y a un vrai problème là qui est le problème euh, il faut bien évidemment de la sobriété, il faut bien évidemment taxer le carbone, c'est ce qu'il y a de mieux, mais en fait, peut-être qu'une partie du commerce international est responsable des émissions de carbone, euh, par exemple le transport aérien, de produits frais notamment, c'est un transport qui généralement est extrêmement émetteur de carbone. Donc il y a un bilan à faire à ce niveau-là. Et puis,
les raisons de ce retournement, c'est le troisième, c'est quelque chose, c'est la pandémie, je pense. La pandémie, tout d'un coup, en 2020, nous a fait prendre conscience du fait euh, on pouvait dépendre énormément de l'approvisionnement en certains biens depuis certains pays, et que ces chaînes d'approvisionnement pouvaient être coupées du jour au lendemain. Et donc ça a provoqué en fait une prise de conscience très forte. Et puis bien évidemment, il y a en plus derrière le fait qu'il y a une montée des tensions géopolitiques, et on n'a pas tellement confiance en un certain nombre de pays. Récemment, on a eu un approvisionnement en gaz qui ont été notre approvisionnement qui a été coupé euh, depuis la Russie, et donc ça a créé effectivement des tensions économiques et sociales très fortes. Donc, il y a trois aspects, l'aspect social, l'aspect environnemental, l'aspect sécuritaire, qui nous font maintenant reconsidérer, en fait, ces choses-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. C'est la deuxième sous-partie de ma première partie. En fait, pour mesurer ce retournement. Alors, pour mesurer ce retournement, je vais d'abord énoncer les mesures qui ont été adoptées. Je crois qu'il faut mentionner le plan chinois de 2015, Made in China 2015, qui est un plan très protectionniste. On veut développer en fait énormément les subventions, les règles de contenu local sur tout un tas de secteurs. Et l'objectif de cette loi, c'est que la Chine soit autonome. Et donc ça veut dire refermer quand même beaucoup sur elle. Euh, et puis, il y a eu en 2018 un deuxième choc. Alors, il y a eu évidemment le Brexit, mais le Brexit, c'est juste un pays, c'est une décision très bizarre, mais donc c'est différent. Mais ce que je pense plutôt, c'est l'administration Trump en 2018 a adopté une série de hausses de droits de douane très fortes, non seulement vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis de tous les partenaires commerciaux. Même à un moment, ça a été vis-à-vis du Canada et du Mexique, mais aussi de pays alliés comme l'Union européenne, comme le Japon, comme etc., etc. Donc, il y a eu un choc très fort et l'administration Trump a mis en place des droits de douane qui n'étaient pas très élevés, mais qui étaient sur un montant considérable d'importation, puisque c'était 300 milliards de dollars. Donc ça, c'était très important. Et en fait, l'administration Biden a continué cette politique euh, et en plus a mis en place ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act, qui est une loi qui n'est pas une loi de réduction de l'inflation, qui est surtout une loi protectionniste pour promouvoir la production et la consommation d'énergie propre aux États-Unis. Donc en gros, on donne des crédits d'impôt à des gens qui achètent des véhicules électriques, à des gens qui rénovent, qui font une rénovation technique de leur maison, etc. On leur donne des crédits d'impôt. Euh, mais c'est basé sur des règles de contenu local. Il faut que, par exemple, ces véhicules électriques aient été produits aux États-Unis ou quelquefois en Amérique du Nord. Mais en tout cas, c'est très protectionniste. Donc, une nouvelle loi protectionniste. Et puis là, on l'a vu, Biden a continué les tarifs Trump. Et hier, Biden a augmenté aussi les droits de douane de manière très importante sur uniquement 14 milliards de dollars d'importation, mais les augmentations de droits de douane sont très élevées. Ce que je disais déjà, sur les véhicules électriques, ça passe de 27,5% à 100%. Voilà. L'Europe dans tout ça, l'Europe, en fait, a adopté une stratégie différente qui s'appelle l'autonomie stratégique ouverte. C'est intéressant parce que c'est une des premières. Ça fait assez longtemps que l'Europe n'avait pas adopté une idée française sur ce plan-là. En fait, on veut garder une souveraineté, on veut se garder la possibilité de faire des choix dans des secteurs stratégiques tout en restant ouvert. Donc, c'est un peu, effectivement, un mix entre l'autonomie et l'ouverture. Euh, voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, on va quand même sur le terrain d'une fermeture partielle de l'économie, vraiment partielle. Alors, je vais accélérer un petit peu, mais pour dire que euh, si on regarde, alors on n'a pas de mesure aujourd'hui
qui pourrait additionner l'effet de toutes ces mesures pour dire est-ce que le protectionnisme a augmenté ou a baissé depuis 2008. En fait, on a des mesures partielles sur les droits de douane, mais par contre, les règles de contenu local, c'est très difficile de les convertir en droits de douane. Donc, c'est compliqué à faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le commerce et l'importance du commerce dans le PIB. Et donc, ce qu'on fait souvent, on regarde le degré d'ouverture, on divise le commerce de biens et services sur le PIB mondial. Et c'est une idée intéressante parce que là, on voit effectivement qu'en 1967, ce rapport était à 17%. En 1993, il est passé à 27%. En 2008, il est passé à 47%. Donc là, on était vraiment sur le pic de la mondialisation. Et puis, il est retombé à 39% en 2020. Donc, on a l'impression que depuis, effectivement, avec ce rapport, le commerce sur le PIB, eh bien, on a une fermeture, ou en tout cas une remise en cause de l'ouverture des économies au commerce international. Euh, donc, on a avec ce rapport, hein, on a effectivement, on se dit, bah oui, euh, on a une fermeture partielle des économies, et puis effectivement, ça correspond à des annonces, le plan Made in China, les tarifs Trump, Inflation Reduction Act, tout ça contribue effectivement à l'idée qu'on est dans une période protectionniste. Dans cette deuxième partie, je vais essayer d'expliquer que, en fait, si on a des signes protectionnistes depuis 2007-2008 ou de fermeture des économies au commerce international, en fait, il faut bien voir que la fin de l'ouverture au commerce international n'est pas générale. C'est le titre de ma deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, en fait, je vais dire d'abord que je vais essayer de montrer d'abord que la libéralisation du commerce de biens continue aussi dans d'autres endroits du monde. Il y a des formes de libéralisation unilatérale. Par exemple, l'Australie a très récemment, il y a quelques semaines, libéré de manière unilatérale sur sur sa seule décision 500 droits de douane, des droits de douane donc sur 500 produits. Il y a une libéralisation régionale. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en Afrique, il y a une grande zone de libre-échange qui s'est mise en place, la zone de libre-échange continentale africaine. Euh, donc, c'est considérable parce que elle regroupe en fait beaucoup de pays et une population très importante. Même si le PIB est moins important, bah, c'est quand même, ça concerne en fait une grande partie du monde. Il y a l'accord Regional Comprehensive Economic Partnership qui regroupe 15 pays du Pacifique, avec notamment la Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, les Philippines, Malaisie. Et il y a le CPTPP, où il y a des pays d'Asie et sans la Chine, avec maintenant le Royaume-Uni. Il y a le CETA, l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui a été signé, qui a été mis en place en 2017. Il y a l'accord Union européenne-Nouvelle-Zélande qui vient d'être signé et qui va être mis en application. Donc, il y a toujours une libéralisation régionale qui continue. Donc, à côté des plans Made in China, des tarifs Trump, de l'Inflation Reduction Act, il y a toujours des décisions de libéralisation commerciale. Et en fait, concernant ce ratio que j'ai montré tout à l'heure, qui est le ratio du commerce de biens sur le PIB mondial, eh bien, en fait, c'est une mesure problématique. Euh, la première, c'est qu'il faut peut-être le distinguer par pays. Alors, si on le fait, donc c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que, en fait, euh, pour certains pays comme l'Union européenne, le Japon, ce rapport continue d'augmenter. Donc l'ouverture dans ces pays, Union européenne, Japon, continue d'augmenter. Pour les États-Unis, ça stagne depuis 2007-2008. Et par contre, il y a deux pays pour lesquels ce rapport diminue, c'est la Chine et l'Inde. Bien évidemment, ce sont des pays qui sont très importants en termes de population. Ça fait environ 2 milliards 500 millions d'individus. Mais ça veut dire qu'effectivement, il y a des pays qui se referment et des pays qui s'ouvrent. Et puis, il y a ces initiatives régionales. Et puis, il y a quelques exemples de libéralisation unilatérale. Ça, c'est sur le commerce de biens. Et sur le commerce de services, il faut bien voir que sur le commerce de services, il continue. Et il continue d'augmenter de manière générale. Tout simplement, si on regarde en fait le commerce de services sur le PIB mondial,
eh bien, c'est passé de 6% en 1975 à 12% en 2008 et à 14% en 2019. Et donc là, ça veut dire qu'on a un secteur qui continue de s'ouvrir au commerce international. Alors c'est le tourisme, alors qui a pris quand même un petit peu des coups dans l'aile récemment, notamment au moment de la pandémie. C'est le transport, c'est les business services, c'est-à-dire les services aux entreprises, mais c'est aussi des choses comme Spotify, Deezer, Apple, donc vos abonnements sur vos téléphones qui vous permettent, ou sur vos iPads, qui vous permettent de regarder des films comme Netflix. Eh bien, vous payez en fait effectivement des films, des frais, et c'est du commerce de services. Tout ça, ça continue. Puis par exemple, tout simplement, il y a du gaz qui passe dans des tuyaux, qui passe par des pays, et ces pays réclament effectivement des royalties de passage de ce gaz sur leur territoire. Tout ça, ça continue d'augmenter de manière considérable. Euh, Richard Baldwin, euh, Richard Baldwin explique bien qu'il faut bien faire attention. Le commerce, le rapport commerce de biens sur PIB est très trompeur. En tout cas, dans les services, par exemple. Alors, c'est lui qui a notamment mis en évidence le fait que c'était pour la Chine et pour l'Inde que ce rapport diminuait beaucoup. Pour les autres pays, ce n'était pas le cas. Et puis, pour les services, ce rapport continue d'augmenter. Et il souligne même que c'est l'avenir pour le commerce mondial, les services, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup d'obstacles au commerce des services. Ces obstacles sont réglementaires, mais ils sont aussi technologiques. Et ces obstacles technologiques, ils pensent qu'ils vont être levés et que le commerce de services va beaucoup progresser dans les années à venir. Et puis, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que dans ce rapport, on a du commerce sur le PIB, on a au numérateur, on a des flux totaux, et au dénominateur, on a de la valeur ajoutée. Donc, par exemple, euh, si on prend le Dreamliner, ou si je prends un téléphone d'Apple, un iPhone, eh bien, en fait, il est juste assemblé en Chine ou maintenant au Vietnam, mais les écrans viennent d'un certain endroit, de Taïwan, les caméras viennent d'Allemagne, etc., avec des composantes qui viennent d'un autre pays. Euh, et donc, en fait, on a véritablement une décomposition internationale du processus productif qui fait que, en fait, ce commerce mondial additionne tous ces flux. Et donc, il y a des flux qui sont additionnés plusieurs fois. Donc, ça, c'est le numérateur du rapport sur lequel j'ai travaillé. Au dénominateur, on a le PIB mondial. Et le PIB mondial, on a juste la valeur ajoutée. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une transformation d'un produit, on, on retient juste la valeur qui a été ajoutée au produit. On ne prend pas la totalité de la valeur du produit. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on compare deux choses, le commerce et le PIB mondial, qui sont différentes. En fait, il y a une idée depuis un certain nombre d'années qui ont notamment une idée qui a été, si je me souviens bien, mis en évidence, levée en tout cas par Robert Finstra, c'est le fait que ce ratio est trompeur et que peut-être que on a eu entre 1990 et 2007 une période de déploiement des chaînes globales de valeur. Donc on est allé jusqu'au bout sur certains produits de manière très extensive, comme Boeing, comme Apple. Et puis 2007, depuis 2007, on a plus cet effet. Donc en fait, dans cette période 1990-2007, ce rapport a beaucoup augmenté du fait que c'était un commerce qui faisait additionner des flux plusieurs fois le même flux. Et maintenant, c'est plus le cas. Et donc, il n'y a plus cette force de déploiement des chaînes de valeur. Je voudrais, dans la conclusion de cette deuxième partie, pour bien montrer ceci, Lionel Fontanier, Gianluca Orefice et Maltotti viennent de publier une excellente étude qui montre que quand on prend tous ces facteurs en compte, le fait qu'il y a des spécificités nationales comme l'Inde et la Chine, le fait qu'il faut tenir compte du commerce de valeur ajoutée, non pas du commerce total,
eh bien, on s'aperçoit que, en fait, euh, à long terme, on a toujours le commerce qui répond de manière unitaire au PIB mondial. C'est-à-dire que quand le PIB mondial augmente de 10%, le commerce mondial augmente de 10%. Donc on est toujours dans cette même dynamique. Et donc ça, c'est une étude, à mon avis, qui est très intéressante, sur lequel moi j'aimerais beaucoup que le CEPI communique, parce que c'est un point très important et qui signifie que finalement, euh, les choses ne changent pas autant qu'on pourrait le penser. Dans ma troisième partie, je voudrais dire qu'en fait, on demande aujourd'hui une autre forme d'ouverture au commerce international. Cette troisième partie s'intitulerait Vers une autre forme d'ouverture au commerce international, avec trois sous-parties. Euh, le commerce international doit être inclusif, le commerce international doit être soutenable, c'est la deuxième sous-partie. Troisième sous-partie, il faut tenir compte de la géopolitique et de, de la sécurité. Donc, le commerce international doit être inclusif. Alors, en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré dans la pratique du commerce international. Par exemple, aux États-Unis, c'est même Trump qui a mis en place ce qu'on appelle le Rapid Response Mechanism, le mécanisme de réponse rapide de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, et qui est que si à un moment donné, il y a importation, par exemple aux États-Unis, d'un produit venant d'une usine, par exemple du Mexique, où les droits syndicaux ne sont pas respectés, les États-Unis peuvent tout de suite arrêter les importations de ce produit. Il y a une enquête qui est tout de suite diligentée et très rapidement, il y a un panel d'experts qui dit si effectivement les droits syndicaux ne sont pas respectés, à ce moment-là, soit les droits syndicaux sont respectés et les flux d'exportation continuent, soit effectivement on maintient la restriction au commerce. Donc ça, c'est très important. Dans l'Inflation Reduction Act, il faut bien aussi voir que Biden a mis des questions syndicales et un concernement pour le droit syndical. Et donc, effectivement, il y a non seulement des règles de contenu local, mais il y a aussi des règles de respect des droits syndicaux. Euh, En Europe, dans les accords, dans les nouveaux accords qu'on met en place, bah, par exemple, on a mis en place une interdiction des produits issus du travail forcé. En Europe, on le mentionne, on le met en place sans mentionner un pays particulier. Les États-Unis font la même chose, mais en mentionnant le pays où on a un doute sur l'origine et sur la possibilité qu'il y ait du travail forcé derrière la fabrication de ce produit. Donc, ils disent c'est effectivement une interdiction des produits venant du Xinjiang. Donc, c'est la partie ouest de Chine où effectivement les Ouïghours sont dans un état d'esclavage et contribuent effectivement à la fabrication d'un certain nombre de produits qui sont exportés ensuite par la Chine. Et puis, en fait, il y a une constante, c'est que effectivement, il y a toujours des possibilités de mettre en place des transferts sociaux quand on met en place des accords commerciaux régionaux ou multilatéraux. Je rappelle que dans l'Union européenne, il y a un fonds européen d'adaptation à la mondialisation. Donc, s'il y a des secteurs qui sont dévastés par la mondialisation, ben, on peut faire appel à ce fonds pour en fait requalifier les travailleurs du secteur. Et il y a le même mécanisme aux États-Unis avec le Trade Adjustment Assistance Programme, donc qui est un programme d'assistance aux secteurs qui sont touchés par la mondialisation. Donc, euh, si on regarde les nouveaux accords régionaux que l'Union européenne met en place, on a de plus en plus cette idée-là, et aussi les États-Unis. C'est très clair. La deuxième question, c'est l'environnement. Le commerce international doit être soutenable, et donc, effectivement, euh, on met en place des choses dans ce sens-là. Par exemple, on a le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière. En Europe, on a mis en place un prix du carbone euh, tout simplement pour pénaliser les gens qui émettent du carbone. Et dans un certain nombre de secteurs, notamment ceux qui sont très énergivores, eh bien, ça les pénalise dans la compétition internationale parce que pour faire de l'acier, par exemple, euh, il y a beaucoup d'énergie incorporée dans l'acier. C'est très émetteur de carbone. Donc, effectivement, les entreprises européennes doivent payer le carbone qu'elles émettent
et ça les défavorise par rapport à la concurrence internationale. Donc, en fait, pour protéger de cette concurrence internationale, eh bien, les entreprises extérieures à l'Europe, si elles n'ont pas de prix du carbone, elles devront payer la différence entre zéro, leur prix du carbone, et le prix du carbone européen sur la quantité de carbone qui est incorporée dans chaque produit. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche à l'idée de soutenabilité du commerce international. Je mentionnerai aussi que l'Union européenne a interdit les produits issus de la déforestation. Donc, on ne peut plus faire circuler en Europe des produits qui ont été obtenus grâce à une déforestation. Et puis, en fait, alors la décision de Biden d'augmenter les droits de douane à ce titre sur les véhicules électriques est un peu contradictoire par rapport à ce que je dis, tout simplement parce que en fait, euh, les véhicules chinois électriques sont très peu chers et on pourrait les importer, ce qui favoriserait, sans droit de douane, ce qui favoriserait l'achat par les consommateurs européens ou américains de véhicules électriques, donc non émetteurs de carbone, et ce qui, bien évidemment, favoriserait la décarbonation de l'économie. On ne le fait pas, donc là, il y a une contradiction. Et j'insiste sur ce point parce que c'est un point qui n'est pas mentionné dans le débat public en France, c'est très important. Et ce que je veux dire, c'est qu'il me semble plus intéressant de subventionner en fait l'achat de produits verts plutôt que de taxer les importations de produits verts. Sur la guerre des subventions, il y a une guerre des subventions quand même dans les secteurs verts. Les États-Unis mettent des subventions, la Chine met des subventions, l'Europe le fait aussi un petit peu. Donc, tout le monde est en train de subventionner les produits verts. Il y a peut-être une référence dans les économistes à mentionner ici, c'est James Render et Barbara Spencer, qui ont bien modélisé ça et qui ont montré que si des pays commençaient à faire des guerres de subventions, on allait vers des excès de subventions dans le monde et ça profiterait aux autres pays, ceux qui ne font rien. Tout simplement parce qu'ils obtiendraient tous ces produits à des prix qui sont plus faibles. La troisième sous-partie de ma dernière partie, ma troisième partie, c'est l'émergence des questions géopolitiques dans le commerce international. Donc, il y a un objectif de résilience qui est clairement maintenant mis en place dans la politique commerciale. En Europe, par exemple, on essaye d'identifier des produits dépendants. Donc, on a un certain nombre de règles. On ne veut pas que trop dépendre des importations, surtout quand ces importations proviennent d'un seul pays. Donc ça, c'est une idée qu'on essaye de corriger dans la politique commerciale. On se méfie évidemment aussi quand on s'approvisionne euh, à partir d'un pays qui n'est pas un pays ami. Donc évidemment, par exemple, il y a eu une remise en cause de la place de la Russie dans les approvisionnements en énergie, qui a été très claire. À l'inverse, on ne veut pas exporter de biens à usage dual vers la Russie. Les États-Unis font beaucoup ça aussi. Il y a des tensions géopolitiques qui font que les États-Unis ont peur de la montée en puissance de la Chine et donc ils font des restrictions d'exportation. Donc il y a des taxes sur des exportations, voire même des interdictions d'exportation. Il y a des contrôles des investissements à l'étranger, euh, des États-Unis vers la Chine et de la Chine vers les États-Unis. Donc, ça veut dire qu'on essaye de déconnecter un petit peu le commerce entre les États-Unis et la Chine, mais aussi des investissements. L'Europe s'oriente plutôt vers une stratégie de dérisking, c'est-à-dire on diminue le risque. Et donc, ce qui veut dire qu'on essaye de trouver quand même une stratégie un peu plus coopérative au niveau de l'Union européenne. Voilà, donc cette troisième partie, c'est vers une autre forme d'ouverture au commerce international qui soit plus inclusive, plus soutenable et qui tienne compte des problèmes de sécurité. Donc, ma conclusion, c'est très simple. Je dirais que l'ouverture au commerce international n'appartient pas au passé. C'est une autre forme d'ouverture au commerce international qui est en train de s'imposer. Euh, qui respecte en fait les principes d'inclusion, de soutenabilité et de sécurité. Euh, c'est fragile, c'est-à-dire que ça serait le dernier point de cette dissertation. Tout peut s'écrouler, tout simplement parce que l'arrivée d'une nouvelle administration américaine
en 2025, qui mettrait en place ce qui est annoncé lors de la campagne présidentielle, pourrait en fait enclencher une nouvelle guerre commerciale qui pourrait tout fragiliser. Et donc là, on irait vers une ouverture qui serait franchement sécuritaire, c'est-à-dire que ce serait une ouverture fragmentée. On aurait certainement des pôles de commerce international et une déconnexion entre ces pôles. Donc il y aurait une remise en cause de l'ouverture qui serait quand même assez forte. Merci beaucoup.